Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter le potentiel de miel à l'hectare de différents arbres et arbustes asiatiques selon une étude de l'Office coréen des forêts. Donc cette étude est très intéressante parce qu'elle a été menée de façon rigoureuse et qu'elle regroupe un grand nombre d'espèces. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment un ensemble d'espèces qui sont comparées entre elles et l'info provient de la même source, contrairement à ce qu'on peut trouver d'habitude sur Internet. Lorsqu'on voit des données pour ce qui est de la production de miel à hectare, c'est déjà toujours hyper variable et en plus, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, c'est pas terrible. Dans cette étude sont étudiés des arbres et arbustes que vous pouvez retrouver dans le livre d'Yves Darricot. Planter des arbres pour les abeilles, voilà. Et ce sont également des arbres que je multiplie dans ma pépinière et vous pouvez donc les acheter sur mon site internet pépinièredutescou.fr. Je vends de décembre à février et puisque cette vidéo va sortir en mars, tadam, prolongation des ventes jusqu'à mi-mars. Dans cette étude ont été étudiées 260 espèces et elles ont été étudiées selon le protocole suivant. D'une part, a été évaluée la sécrétion de nectar par fleur. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour certaines fleurs qui sont à structure fermée, ils ont passé à la centrifugeuse, ils ont récolté le nectar 2 fois par jour. Ils ont multiplié la quantité de nectar produite par fleur par sa teneur en sucre. Ensuite, ils ont calculé le nombre de fleurs par arbre en calculant le nombre de branches d'un diamètre supérieur à 2 cm et ils ont fait des coefficients de nombre de fleurs, etc. Voilà, donc ensuite ils ont calculé le nombre de fleurs par mètre cube et ils l'ont multiplié par la surface de la plante. Ils ont ensuite calculé le nombre d'arbres à l'hectare à l'âge adulte, donc ils sont basés sur des arbres qui ont une douzaine d'années, et en fonction de chaque espèce, plus une espèce est volumineuse, moins il y a d'arbres à l'hectare. Et donc, ils sont partis du principe que l'espèce couvrait la totalité d'un hectare. Et ensuite, ils ont multiplié tout ça par le potentiel miel, donc ils ont multiplié le résultat par 1,15. Alors pourquoi? Je sais pas, je présume que les abeilles, elles rajoutent des sucres ou de la salive au nectar qu'elle récolte et que donc il faut multiplier la quantité de nectar récolté par 1,15 pour obtenir le résultat en miel. Ce qui donne donc ça, nectar par fleur fois la quantité de sucre par fleur fois le nombre d'arbres à l'hectare fois le nombre de fleurs par arbre, vous avez compris. Donc c'est un résultat potentiel et fictif car les abeilles ne butinent jamais la totalité du nectar des fleurs. Et puis des fois il pleut, elles peuvent pas sortir, des fois il vente, etc. Mais c'est tout de même intéressant parce que ça nous donne quand même le potentiel et un classement assez fidèle des différentes espèces entre elles. Si les Coréens se sont intéressés aux arbres et arbustes mellifères, c'est parce que chez eux, l'apiculture connaît en quelque sorte une crise. Leur apiculture est basée sur la récolte du miel d'acacia. Le miel d'acacia, c'est 90% du miel coréen. Et le problème, c'est que les forêts d'acacia de la Corée du Sud ont été plantées quasiment toutes dans les années 80. Donc les acacias sont vieillissants. Ils subissent également quelques maladies, puisqu'a priori, ils ne sont pas des plus adaptés au climat coréen, avec souvent pas mal de pluie en été. Et puis il y a aussi le fait que les gens les coupent. Donc il y avait 320 000 hectares d'acacia en 1980, il n'y en a plus que 36 000 en 2010. Et il y a également un autre problème, c'est que les apiculteurs coréens, avant, ils faisaient la transhumance sur l'acacia, puisqu'il y avait un mois d'écart entre la floraison des acacias au sud du pays et ceux du nord. Et maintenant, avec le réchauffement climatique, il y a à peine, selon les années, entre 5 et 2 jours d'écart. Donc à moins de... Non, c'est pas possible. Voilà. La transhumance n'est plus possible. Ce que j'ai bien aimé avec cette étude, c'est que le résultat, le classement que l'on va voir, correspond aux observations que je fais sur le terrain. Donc c'est simple, les arbres qui vont être bien classés
sont ceux sur lesquels, personnellement, j'observe des nuages d'abeilles. Et ceux qui sont mal classés sont ceux sur lesquels j'observe beaucoup moins d'abeilles. Et donc le classement qu'on va étudier, c'est celui-ci. Donc je l'ai traduit, bien évidemment. Je vous dis pas la galère, parce qu'il suffit pas d'aller sur Google. Le coréen ne se traduit pas comme ça, malheureusement. Donc il y a eu un travail d'enquête. Et donc je vais étudier les espèces de gauche à droite, donc du printemps à l'automne, puisque c'est fait selon la période de l'année. On peut le voir sur l'axe des abscisses, il y a différentes dates. Ça commence au 20 février, ça finit au 20 novembre. Et en ordonnée, on a le potentiel en kilos de miel à l'hectare. Donc on voit qu'il y a quand même des espèces qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Les deux premiers arbres dont il est question, à gauche, sont en bleu et le camélia du Japon, et en orange le cognacier du Japon. Donc le camélia, j'ai rien de particulier à dire dessus. En revanche, le cognacier du Japon, c'est un arbuste que l'on trouve fréquemment dans les jardins, qui fleurit de couleur rouge ou rose en fonction des cultivars, qui fleurit au printemps, qui fleurit en ce moment, et que l'on trouve, oui, souvent dans les jardins, assez rustiques, même s'il ne faut pas le planter dans un terrain trop sec, et qui est donc crédité d'un potentiel de miel à l'hectare de 31 kg, ce qui n'est pas énorme, et qui se vérifie dans les faits, puisque bon, effectivement, le cognacier du Japon attire les abeilles, mais c'est pas non plus la folie. Et chez nous, au printemps, il y a des espèces beaucoup plus attractives, comme par exemple les saules. Donc, dans cette étude, ils ont étudié 260 espèces d'arbres, mais je pense qu'ils se sont un peu concentrés sur les espèces qui fleurissent au printemps et en été, parce que je pense qu'au printemps, il y a quand même moyen de faire beaucoup mieux que le cognacier du Japon. Ensuite, en gris, c'est l'Elaeagnus umbellata, donc c'est une espèce d'Elaeagnus. J'ai vu sur internet que ce serait l'espèce d'Elaeagnus la plus parfumée, donc bon voilà, à part ça rien de particulier à ajouter. L'Elaeagnus, il y en a beaucoup en Turquie, là où il fait chaud et sec. Les Elaeagnus en général sont des espèces très solides, très rustiques que l'on peut planter un peu partout. La quatrième espèce que l'on voit en jaune, c'est le marronnier d'Inde. Donc c'est pas le marronnier qu'on plante chez nous, c'est pas le marronnier d'Inde, en fait c'est un cousin du marronnier qui est asiatique, et le marronnier, selon eux, peut produire 64 kg de miel à l'hectare. En cinquième, en bleu, c'est l'acacia. L'acacia donc qui pourrait produire 38 kg de miel à l'hectare. Donc vous avez vu, c'est intéressant parce que finalement il figure parmi les espèces les moins bien classées du graphique. Et pourtant, l'acacia, c'est chez nous et chez eux une espèce qui est à la base de l'apiculture. Donc, quand on voit qu'il y a un arbre qui produit 10 fois plus de miel à l'hectare que l'acacia, on se dit, bon, il y a moyen de faire quelque chose. Et puis, il y en a aussi quelques autres qui produisent quand même 4 fois plus de miel à l'hectare. Donc, ça va devenir intéressant, et ça le devient de suite, puisque l'arbre à droite du robinier, qui est donc la courbe en verte, qui peut produire 128 kg de miel à l'hectare, c'est Idesia polycarpa. Ça vous dit rien? Moi non plus, ça me disait rien. Je peux pas vous en dire plus que ça. C'est un grand arbre que l'on peut planter chez nous, puisqu'il tolère bien le gel. Il faut le planter en sol profond et fertile, et à part ça, j'en sais pas plus. Il est assez rare chez nous en culture. La courbe en rouge marronasse, juste à droite de l'Idesia polycarpa, c'est le hou crénelé, qui est une espèce de houe japonaise, qui est donc très productive également, qui fleurit fin mai. La petite courbe gris foncé, qui est un peu planquée, c'est un cornouiller asiatique, Cornus controversa. Voilà, un cornouiller assez exigeant en matière de sol, il n'est pas aussi rustique que nos cornouillers à nous. Et donc là, dans l'étude, il produit à peu près 50 kg de miel à l'hectare. Donc je ne sais pas si on peut extrapoler ce résultat à nos cornouillers domestiques à nous, mais bon, ça nous donne quand même un ordre d'idée. La courbe en cacadois,
C'est le Troène du Japon. Le Troène du Japon, on le trouve chez nous très souvent dans les haies. C'est un arbuste persistant qui garde ses feuilles toute l'année et qui fleurit fin juin, début juillet. Donc on trouve plusieurs espèces de Troènes chez nous et qui sont persistantes. Donc le Troène du Japon, selon eux, fait 125 kg de miel à l'hectare. Je ne propose pas le Troène du Japon dans ma pépinière, mais je vais proposer le Troène de Chine, qui est un Troène qui peut pousser beaucoup plus haut que le Troène du Japon. Le Troène du Japon, il fait maximum 3 mètres. Le Troène de Chine peut être un grand arbre, il peut mesurer 10-12 mètres. Et je pense qu'il a un potentiel mellifère assez équivalent. Maintenant, la courbe en bleu foncé, c'est le Viorne odorans. C'est une espèce de viorne asiatique que l'on peut trouver assez facilement et qui est donc assez intéressante a priori. Voilà, je ne vous dirai pas plus là-dessus parce que je ne le connais pas tant que ça. L'espèce que l'on voit difficilement en vert foncé, juste à droite, c'est le tilleul de Mandchourie. Alors dans cette étude, son potentiel mellifère est annoncé comme assez bas, mais on verra dans une autre étude coréenne qu'il en est tout autrement. Alors qui croire, je ne sais pas, mais je vous le présenterai dans une autre vidéo. La plante qui est sur la courbe bleu clair, c'est le tilleul amurensis, qui est un tilleul asiatique, qui produit selon eux 95 kg de miel à l'hectare. Donc on peut voir que le tilleul, en tout cas leur tilleul selon eux, produit déjà 2 fois plus de miel à l'hectare que l'acacia. Ça peut être intéressant en termes de choix d'espèces. Et donc on arrive au deuxième arbre du classement, qui devient donc très intéressant. Et cet arbre, c'est l'Ovenia dulcis, que l'on appelle aussi arbre à raisin. Cet arbre, on peut le trouver en France, bien qu'il soit encore assez rare. Il fait des fruits qui sont consommés en Asie. Ils s'en servent également à des fins médicinales, puisque c'est un arbre qui est censé guérir la gueule de bois. Voilà. Et donc, il est très mellifère, puisqu'il produit potentiellement 300 kg de miel à l'hectare. Donc c'est assez énorme. L'Ovenia, en termes de culture, il demande un sol profond, fertile, avec un approvisionnement en eau correct. Mais j'en ai planté un chez mes parents, en terre assez hydromorphe et pas terrible. Bon, il s'en sort, ça va, c'est pas trop mal. On peut en voir un à Montauban au Jardin des Plantes, si ça vous intéresse. Et il fleurit début juillet, et je le proposerai dans mes pépinières en 2025. Voilà. L'arbre en gris juste à côté de l'arbre au raisin, c'est le savonnier. Savonnier qui fleurit jaune en été, que l'on voit très souvent dans les parcs et jardins, qui produit des graines qui sont enveloppées dans une capsule et qui parfois se ressèment. Donc le savonnier, c'est un très bel arbre qui ne fait apparemment que 25 kg de miel à l'hectare. Donc c'est un des arbres les plus piteux, un des arbres au plus faible potentiel du classement, et ça se vérifie dans les faits, puisque le savonnier, même s'il a des grandes dimensions, qu'il est bien développé et qu'il y a plein de fleurs, il y a des abeilles dessus, mais c'est pas un nuage. On voit jamais de nuages d'abeilles dessus. J'ai été étonné quand j'ai vu le Troène du Japon qui était indiqué à 125 kg de miel à l'hectare, parce que bon, les Troènes, moi pour ma part, bon, on voit plus d'abeilles que sur les savonniers, mais c'est jamais non plus on voit pas plus d'abeilles sur les Troènes du Japon ou de Chine ou de quoi que ce soit que sur l'acacia. Et pourtant, potentiel de miel 3 fois plus élevé. L'arbre en jaune, courbe jaune juste à gauche de la plus grande courbe du graphique, c'est le Calopanax. Calopanax qui est un arbre très rare en France, qui est très présent un peu partout disséminé en Corée du Sud. J'ai été étonné qu'il soit pas plus mellifère que ça. Vous pouvez le trouver sur internet en faisant quelques recherches, mais pour l'instant je ne le propose pas. C'est un arbre de la famille du lierre qui fait 5-6 mètres à taille adulte et qui fait de jolies fleurs qui sont semblables à celles du lierre. Et donc maintenant l'arbre le plus intéressant de ce classement, puisqu'il fait potentiellement 400 kg de miel à l'hectare, soit 10 fois plus que l'arbre à miel, c'est l'arbre à miel que je vends dans ma pépinière.
L'arbre à miel qui est très intéressant à condition de savoir où le planter. L'arbre à miel, on peut le planter partout, sauf dans les sols trop compacts. Donc si vous habitez dans un endroit où le sol est compact, par exemple je pense dans le sud-ouest, si vous avez une terre un peu limoneuse, un peu battante, eh bien vous pouvez toujours essayer de le planter, mais il vous faudra faire un trou qui est d'assez grosse dimension pour permettre à l'arbre de s'implanter correctement, quoi. Il n'aime pas les sols compacts parce que ceux-ci gardent trop l'eau en hiver et empêchent à ses racines aussi de se balader, quoi. L'arbre à miel, il pousse en Corée du Sud dans des sols qui sont acides et qui sont des sols assez légers globalement. Donc pour tout ce qui est région Bretagne, l'arbre à miel, feu. Pour tout ce qui est centre, région parisienne et nord, let's go, parce que vous avez des sols profonds, fertiles. Dans le sud-est, on peut le planter, mais il ne faut pas le planter dans la caillasse. Il tolère très bien le chaud, mais à condition d'avoir un sol profond dans lequel il peut plonger ses racines. Et dans le sud-ouest, on peut le planter un peu partout, sauf en sol argileux dans une cuvette, qui serait donc vraiment un sol trop froid et qui garde trop l'eau. On peut le planter en sol argileux si c'est un sol en coteau, puisque avec le relief ça va drainer. Et on peut le planter en sol battant, à condition de faire vraiment un beau trou, et au bon moment. Faut pas le planter dans la gadoue. L'arbre à miel est un arbre qui fait partie de la famille des rutacées, famille des agrumes, donc il est très gourmand. Vous pouvez lui mettre du fumier, il va adorer ça. Alors selon ce que j'ai pu trouver sur internet, le miel de l'arbre à miel aurait une consistance semblable à celle de l'acacia, avec un arôme plus fort, et il ne cristallise pas pendant longtemps. Voilà, donc miel assez intéressant, a priori. J'ai cherché s'il était possible de trouver du miel d'arbre à miel pur en Corée, du miel monofloral de tétradium, et j'ai pas trouvé. L'arbre à droite, dans la courbe verte à droite de l'arbre à miel, c'est le Xanthoxylum malanthoides. Waouh, drôle de nom, n'est-ce pas? C'est un arbre de la famille du poivre de Sichuan. Et je peux pas vous en dire plus parce que je le cultive pas et je le connais pas. La courbe bleu foncé qui vient juste à droite, c'est l'Heptacodium myconioides, qui est crédité d'un potentiel de miel de 75 kg à l'hectare. Donc potentiel pas énorme, mais l'Heptacodium est très très bien placé, puisqu'il fleurit à une période où il n'y a plus grand chose. Il fleurit fin août, il fleurit jusqu'à la mi-septembre, il est donc très intéressant pour la nutrition des abeilles et pour la nutrition des abeilles d'hiver, ce qui permet donc d'avoir des abeilles grasses. Et quand on a des abeilles grasses, on a des abeilles qui survivent l'hiver. Donc 75 kg de miel à l'hectare, ça m'a pas étonné parce que l'heptacodium, certes, il est très attractif pour les abeilles, mais il n'est attractif qu'à partir d'une certaine dimension. Un arbre à miel, par exemple, ou l'arbre à raisin, il suffit qu'il y ait un petit arbuste avec 3 fleurs et ça va être blindé d'abeilles. L'heptacodium, moi j'en ai planté un chez moi et les premières années, il n'y avait rien dessus. Et puis, à partir d'un certain volume de fleurs, les abeilles s'y mettent. Et je pense que les abeilles s'intéressent à ce genre d'espèces que lorsque elles ont un certain volume et que sinon, les éclaireuses, elles passent complètement à travers. Je veux dire, l'éclaireuse qui a visité un heptacodium et qui revient à la ruche, les autres abeilles, elles disent « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, ton heptacodium, on a un hectare de tournesol à côté, on va pas aller s'amuser sur ton petit arbuste, quoi. » Donc voilà, heptacodium, arbre mellifère, arbre que je propose dans ma pépinière, que l'on peut planter quasiment partout, qui est très solide, très 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 solide, heptacodium, très rustique, donc un arbuste très intéressant et qui en plus de ça, très beau. La dernière espèce que l'on peut voir sur ce graphique, c'est le lierre.
Voilà, le lierre du Japon, Hedera rhombea, qui peut faire potentiellement 300 kg de miel à l'hectare. Donc évidemment, on ne va pas récolter le miel de lierre, mais c'est à titre indicatif, et ça permet d'avoir une idée du potentiel du lierre, et de se dire que non, il ne faut pas arracher le lierre. Moi, ça m'a vraiment plu cette étude, hein, parce que c'est la première fois que je trouve un truc crédible sur le potentiel mellifère de plusieurs espèces. Si ça vous intéresse, je vais planter d'ici peu 3 hectares en agroforesterie mellifère à raison de 100 arbres à l'hectare, puisque pour toucher des aides de la PAC, des aides agricoles, il faut planter au maximum 100 arbres hectares. Donc je vais planter 3 hectares avec essentiellement de l'arbre à miel. Et je vous partagerai ça sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse ou à en parler. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et notamment une autre vidéo où je vais aborder une autre étude coréenne qui nous donnera d'autres indications sur le potentiel mellifère de différentes espèces. Voilà, merci et à bientôt.